Bonjour à toutes et à tous. Alors on enchaîne très vite précédent et très riche débat. Donc en ce qui nous concerne, avec les trois intervenantes de cette table ronde, on va traiter des questions de mutation des institutions et ce qui impacte un certain nombre de sujets qui impactent les institutions et qui provoquent justement ces évolutions. On pourrait dire aujourd'hui que on est dans une époque qui est caractérisée par l'atteinte, voire le dépassement d'un certain nombre de limites qui remet en cause justement ces institutions et les équilibres. L'explosion en particulier des inégalités sociales dans des proportions rarement atteintes ne peut pas ne pas mettre en question, ou en tous les cas en crise, l'ordre économique et le modèle de production. De la même manière, le conflit qui est désormais récurrent entre les propositions politiques dominantes libérales et les sociétés civiles, qui exigent de participer à l'élaboration des lois qui régissent leur vie, montre les limites d'un fonctionnement démocratique qui date du siècle dernier. La crise actuelle qui se cristallise autour de la réforme des retraites démontre le décalage de plus en plus important entre les institutions et les aspirations émancipatrices. Et enfin, troisième élément impactant en termes de mutation, l'affirmation au niveau géopolitique de puissances impériales, bellicistes, antidémocratiques, prêtes à mener des guerres de conquête à grande échelle, bouleverse l'organisation internationale post-guerre froide. Et avec la guerre d'Ukraine, l'Union européenne et son organisation, construite sur des logiques de marché, se voient obligées d'affirmer une souveraineté et un niveau d'intégration politique qui change des gouvernances acquises. Ces trois premiers constats, c'est autour d'eux qu'on va écouter aujourd'hui nos trois intervenantes, autour des mutations systémiques qui sont à l'œuvre, des crises, des nécessités qui sont aujourd'hui motrices des changements. Et nous allons commencer par Cécile Duflot, qui est, donc vous êtes directrice générale d'Oxfam France, vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Vous êtes ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, ancienne députée de Paris et ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement. Je vais finalement amorcer votre intervention avec deux petites questions qui pourront être répondues après ou pendant votre intervention. Aujourd'hui, avec le niveau croissant des inégalités sociales et environnementales, qui s'appuie sur, entre autres, la concentration de la rente ou la disparition des services publics. Comment ce niveau croissant d'inégalité impacte les changements profonds dans notre modèle et dans les choix politiques des gouvernants? Et la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est comment pouvons-nous concilier cette urgence sociale et environnementale et les processus institutionnels d'évolution des textes fondamentaux sans fracturer la démocratie, mais au contraire en lui redonnant une nouvelle vigueur. Je vous laisse la parole. C'est bon ? C'est bon comme ça ? Voilà, parfait. En 1 minute 30 ou 40 en 20 minutes. D'abord, bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation et merci beaucoup du thème de cette table ronde, parce que je pense qu'en fait on est vraiment au creux et au nœud de la difficulté. C'est-à-dire le croisement de ces deux inégalités, les inégalités sociales et les inégalités environnementales, et la question de la manière d'y répondre. Alors moi j'aime bien pouvoir dire de manière assez brutale que on est dans un moment, et on le sent je pense tous confusément, où on a énormément besoin de politique. Évidemment si on se retourne, alors c'est peut-être mon statut de ancienne là, je cumule beaucoup de statuts d'anciens, mais il y a environ 10 ans, on pouvait parler de la mort du politique, en disant que les choses se décidaient ailleurs, qu'il y avait une sorte de transversalité, qu'il y avait un primat donné à l'économique.
on voit bien qu'avec la crise écologique d'une part, et deuxièmement avec un moment dont on n'a pas encore, à mon avis, digéré complètement les impacts, qui est celui de la pandémie, on est obligé d'intégrer cette nécessité d'une organisation collective. À part quelques rares exceptions, et encore même tout seul, ils ne réussiraient pas à le faire marcher, encore moins s'ils sont dans le coma, la pandémie nous a montré que la réponse sanitaire d'ampleur, elle ne pouvait être que collective. Chacun ne peut pas avoir une salle de réanimation dans son sous-sol, ça ne marche pas. Cette logique d'autonomie, d'individualisation, c'est confronté, c'est fracassé sur une dimension collective, d'une nécessité d'une réponse collective très forte. Le deuxième élément important, je crois, qui du coup nous fait penser différemment la réponse écologique et la question de penser sa réponse démocratique à un périmètre plus large, c'est que probablement la pandémie est la première expérience collective de terrien, celle qui va faire naître une conscience collective de terrien, parce que au même moment, sur quelques semaines, nous avons eu quasiment tous les habitants de la planète le même risque, un risque personnel, biologique, celui d'être contaminé par un virus, le même, qui attaquait le même corps biologique, celui de l'être humain. Et la deuxième chose, c'est une expérience sociale assez similaire, que ce soit celle du confinement, même si ça n'est pas du tout la même chose d'être confiné dans un bidonville au Brésil ou dans une maison avec un jardin et une piscine en France, c'est certain, mais quand même il y a une logique, de la même manière que pendant quelques semaines, il y a eu près des 3/4 des enfants sur l'ensemble de la planète Terre qui étaient chassés de leurs écoles par le confinement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, et les 3/4 des enfants scolarisés dans le monde ont vécu la même expérience. Donc cette conscience de terrien, elle est finalement à mettre en parallèle avec la nécessité d'une réponse planétaire à la crise écologique. Et c'est là où on a une difficulté, qui d'ailleurs est une difficulté que les démocraties ont souvent utilisée comme une tentative d'évitement. On l'entend quasiment tous les jours. Oui, mais enfin bon, tant que les Chinois ou les Américains, bref, ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Donc c'est finalement assez confortable de faire reporter sur d'autres cette responsabilité. Donc c'est vrai que ça pose la question de la réponse internationale, et ce d'autant que, après la célébration d'un accord majeur comme a été l'accord de Paris, ce qu'on a pu constater, c'est que l'intégralité des pays qui l'avaient signé ne le respectaient pas 2 ans après. L'intégralité des pays. Donc quel sens a un accord qui n'est pas respecté et pour lequel il n'y a pas d'opposabilité, c'est-à-dire que juridiquement, il n'y a aucun lieu où on peut poser de façon juridique, et le débat est obligé, les États qui ont signé, à s'en tenir à leurs obligations. L'autre élément, c'est que cette crise écologique et cette crise climatique qui nécessiterait une réponse planétaire, elle s'accompagne d'une double inégalité. Une inégalité dans la responsabilité. Aujourd'hui, 10% des pays les plus riches émettent 51% des émissions de gaz à effet de serre, donc au moment M, mais historiquement, cet écart est encore plus grand, et les 50% les plus pauvres émettent moins de 10% des émissions. Donc une inégalité dans les émissions et donc dans la responsabilité, mais aussi une inégalité dans les conséquences, puisque les pays qui sont aujourd'hui, et les populations qui sont les principales victimes du changement climatique dès maintenant, ce sont les habitants et les habitantes des pays du Sud ou d'Asie du Sud-Est, des pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, qui sont les moins responsables historiquement et même aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce lien entre inégalité et climat est un lien presque organique, et on peut le retrouver à l'échelle de chacun des pays, puisque un Français plus pauvre émet moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un Français plus riche. Et on pourrait faire même la charge inversée en proportion de ses revenus. Les 10% les plus pauvres payent plus de taxes carbone en proportion de leurs revenus que les 10% les plus riches, qui pourtant émettent plus de carbone, eux aussi en proportion de leurs revenus, et évidemment en valeur absolue. Donc ces deux inégalités se croisent de manière assez naturelle, finalement, presque, à la fois en termes de responsabilité et de conséquences. Ce qui veut dire que la réponse, elle doit fondamentalement être une réponse de régulation. Et cette réponse de régulation, elle doit s'appuyer sur des valeurs. Et je pense que c'est là que notre réflexion, et évidemment, c'est pas anecdotique que de le dire dans cette enceinte et organisée par vous, c'est que ce qui fonde le mythe de la République, c'est l'égalité. L'aspiration révolutionnaire majeure, l'abolition des privilèges, c'est l'égalité.
C'est d'ailleurs l'égalité qui a été un des moteurs de la naissance de l'organisation que je dirige, Oxfam France, revue donc dans les années 80, à un moment un peu particulier, c'est le bicentenaire de la Révolution française, et le président de la République d'alors, François Mitterrand, décide d'organiser un G7, donc un sommet des 7 pays les plus riches, au sommet de l'Arche de la Défense qui vient juste d'être construite. À ce moment-là, un certain nombre d'organisations et de personnalités disent que 200 ans après, l'idéal révolutionnaire, c'est probablement un idéal d'égalité entre le nord et le sud de la planète, et qu'en conséquence de quoi, ils trouvent qu'un sommet des 7 pays les plus riches, c'est un peu à côté de la plaque, et ils organisent à Lyon un contre-sommet des 7 pays parmi les plus pauvres de la planète. Voilà l'acte de naissance de ce qui deviendra aujourd'hui Oxfam France. Et je pense que c'est très important de remettre justement, avant de parler de la hiérarchie et de l'organisation démocratique, de se dire quel est l'horizon, quelle est la valeur qui fonde cette organisation. Et pour nous, et c'est le slogan aujourd'hui d'Oxfam, pas seulement en France, dans les 90 pays dans lesquels on est présent, Future is equal, c'est-à-dire que nous pensons que l'horizon de l'égalité est un horizon mobilisateur, est un horizon, si on allait plus loin, adapté à l'espèce humaine, qui est une espèce particulière, qui s'en est sortie avec... Alors, jusqu'à présent, si on arrive à détruire totalement l'habitabilité de notre planète pour l'espèce humaine, on pourra tirer un autre bilan, mais avec peu d'avantages biologiques. On ne sait pas creuser des terriers, on ne sait pas vivre dehors, on ne sait pas monter aux arbres, on ne sait pas courir très vite, mais avec une capacité à la coopération très particulière, très différente de beaucoup d'autres espèces. Cette capacité à la coopération s'accompagnant d'une capacité à l'invention de règles de régulation très fortes. On est une espèce qui a du mal à respecter les règles si elle se les limite, si elle ne se les impose pas elle-même. Ça va du mariage au fait de s'habiller, au fait aussi que pour porter une ceinture de sécurité qui sauve votre vie au volant d'une voiture, il faut que ce soit obligatoire et qu'on vous enlève des points plus qu'on vous mette une amende, alors que normalement ça devrait être plutôt un souhait individuel de porter une ceinture de sécurité qui sauve la vie. Mais c'est comme ça. Donc l'espèce humaine, du mal avec les limites et un besoin de coopération. Et je pense que c'est par ce prisme-là qu'il faut rentrer dans l'organisation démocratique et dans la manière de répondre à des enjeux. C'est-à-dire que si nous acceptons ces contraintes, c'est parce que nous savons, si nous avons besoin de ces contraintes, mais que nous les acceptons, parce que nous avons besoin de ces contraintes, c'est que nous savons qu'au final, elles sont bonnes pour nous. Alors en anglais, il y a deux formes sur l'obligation qui sont intéressantes. Quand je dis à quelqu'un « tu dois » en français, ça veut à la fois dire « il faut que tu le fasses parce que c'est comme ça » et « je te demande de le faire ». En anglais, il y a deux formes, ce qu'on appelle l'obligation personnelle, c'est moi qui t'ordonne, et l'obligation impersonnelle, you have to, tu dois. Et je pense que l'organisation démocratique de la transition écologique, elle doit répondre à cette obligation impersonnelle. C'est pas parce que quelqu'un l'a décidé, par caprice, c'est parce qu'il y a cette nécessité-là. Et que donc on participe tous, et chacun à notre place, de cette nécessité. Mais pour que cette nécessité soit acceptée, il faut qu'elle intègre la question de l'égalité. Et que donc, dans cette façon de gérer les contraintes, la question de l'égalité doit être prioritaire. Alors je vais utiliser un exemple très concret et très actuel de la région Île-de-France. Pourquoi il y a autant de difficultés autour de la zone à faible émission ? Parce que la zone à faible émission, ça fait que si vous voulez emmener votre grand-mère manger au restaurant à Paris en voiture parce qu'elle ne peut pas prendre les transports en commun, si vous avez une Twingo de 1996, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez une Jeep dont le capot arrive au niveau de mon nez quand je suis debout, c'est-à-dire environ à 1,50 m, ça c'est autorisé. Ben, le sentiment que vous avez à côté de la Jeep avec le capot à 1,50 m de haut, c'est un sentiment d'inégalité. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le droit à polluer. Et c'est là où il faut comprendre pourquoi la question de lutter contre l'injustice, les injustices sociales est aussi cruciale si on veut répondre aux défis climatiques. C'est que pendant des années et des années, l'injustice sociale, ou plus exactement un modèle social inégalitaire, c'était la possibilité d'avoir plus que d'autres, de posséder plus de bijoux, une plus grande maison, 2 maisons, 3 maisons, etc. On avait plus. Mais au final, alors on pourrait s'interroger sur ce que ça signifie d'avoir plus au détriment des autres, mais ce n'était pas quelque chose qui blessait les autres. Si vous aviez 3 voitures, ce n'est pas ça qui empêchait quelqu'un, s'il avait les moyens, de s'acheter une voiture. Aujourd'hui, avec de l'argent, on peut acheter le droit de détruire plus
l'avenir de tout le monde, et en particulier celui des plus vulnérables, puisque, comme je l'ai dit, ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à se nourrir parce que la sécheresse, plus les pluies extrêmement violentes, fait des ravages, ce sont les habitants de la zone sahélienne. Et quand vous vous achetez une énorme Jeep avec le capot à 1,50 m de haut, en fait, vous achetez la capacité de polluer davantage. Alors, pas de particules fines, certes, mais en termes d'émissions de CO2, que ce soit pour la construction du véhicule ou pour sa consommation de carburant, c'est très significatif. Et ça devient intolérable. Ça, c'est intolérable, d'acheter le droit à mettre en péril la vie des autres et éventuellement d'être celui ou celle qui va pouvoir mieux se protéger. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre si on veut se dire que l'exercice institutionnel de la réponse doit se faire en ayant intégré ce paramètre-là. Je pense qu'il n'y a pas d'horizon ni de réponse. Alors c'est un débat qui a déchiré pendant longtemps les écologistes sur une vision autoritaire, sur la nécessité d'avoir une sorte de dictature éclairée écologiste qui permettrait d'être à l'échelle du problème. Je ne pense pas du tout que ce soit ni souhaitable, ça c'est un premier point, parce que dès qu'on commence avec les méthodes autoritaires, finalement, on ne sait jamais très bien où ça finit. Deux, ni nécessaire, parce que l'explication de cette réponse autoritaire, c'est la nécessité. Il faut sauver les gens, y compris malgré eux. Et ce qu'il faut comprendre, je vais reprendre mon exemple de la ceinture de sécurité, c'est que quand vous dites aux gens que s'ils ne mettent pas leur ceinture, ils vont avoir des points en moins sur leur permis et ils vont avoir une amende, vous ne les mettez pas en dehors du champ démocratique. Vous leur dites qu'il y a une règle et que si cette règle n'est pas appliquée, il y a une sanction. Et de la même manière, je pense qu'il faut absolument intégrer cette logique-là dans la réponse démocratique à ces deux crises qui se lient, celle du climat et celle de l'aggravation des inégalités. Une petite incise sur cette aggravation des inégalités et un petit élément que je vous donne parce que le débat est en train de tourner. La France est le pays où on redistribue le plus et puis les écarts entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches n'ont pas tant progressé. C'est vrai. C'est un des pays où on redistribue le plus, mais de moins en moins. Le modèle fonctionne de moins en moins. Et deuxième chose, très intéressante, oui, c'est vrai entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, mais là où il y a le plus d'écart, c'est au sein des 10% les plus riches. Il y a plus d'écart entre le moins riche des 10% les plus riches. Vous me suivez là ? Je tente le truc à l'heure de la digestion. C'est pas forcément une bonne idée, mais il y a plus d'écart entre le moins riche des 10% les plus riches et le plus riche, aka Bernard Arnault, que entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Et donc souvent, vous entendez un certain nombre de gens qui refusent d'avancer sur cette question des inégalités en utilisant ce premier et dernier décile. Parce que ce qui s'est passé en France, et c'est très lié avec la question démocratique, c'est qu'il y a eu une absorption très forte et une concentration de la richesse entre quelques-uns. Nous avons sorti ce chiffre au début du mouvement sur les retraites, ces fameux 12 milliards qui représentent l'hypothétique déficit du régime des retraites en poussant bien les critères au maximum, c'est 2% du patrimoine des 42 milliardaires français. 2%. C'est pour avoir un ordre de grandeur, ça ne veut pas dire... Alors, je le précise, on va dire oui, mais si vous leur prenez 2%, et ben à la fin, ils n'en auront plus du tout. Alors, c'est pas du tout vrai parce que, en fait, les milliards, ça fait des milliards très très rapidement. Et puis même, ça empêche de dépenser de l'argent parce qu'aujourd'hui, le système fait que les milliardaires, ils empruntent pour leurs dépenses courantes de l'argent qu'ils ont à peine besoin de rembourser, vu qu'il est assis sur leur patrimoine qui est considérable, et donc il s'auto-reproduit. Donc il faut vraiment faire attention au fait qu'on a un débat qui vise à essayer d'exempter les ultra-riches de leurs responsabilités avec deux éléments. Un, c'est pas gentil, c'est parce que vous aimez pas les riches et parce que vous êtes jaloux. Deux, c'est là où je vais aller plus loin sur la démocratie. Deux, en plus, ça marche pas. Alors, le ça marche pas, on n'a pas vraiment prouvé, vu qu'on n'a jamais vraiment essayé. Deuxièmement, ce débat, il a lieu dans beaucoup de pays dans le monde, et il y a un certain nombre de pays qui ont avancé. Mais le premier, sur « vous aimez pas les riches », c'est beaucoup installé, et nous, on est un peu figure de proue sur le sujet, pour une raison assez simple, qui est qu'une partie de la presse aujourd'hui est détenue par ces super milliardaires. Pourquoi donc tous les milliardaires français ? Et je pense qu'on est au cœur du débat sur la démocratie, parce qu'une démocratie
vivante, c'est une démocratie dans laquelle les citoyens ont les moyens de se forger leur propre avis. Et parmi les éléments décisifs figure la liberté de la presse. Et donc, on l'a vu, le directeur des Échos s'est fait débarquer. Autant vous dire, et nous, il n'y a pas beaucoup d'articles qui sont faits sur Oxfam, mais les Échos, propriété de LVMH, c'est pas réputé pour être une officine gauchiste révolutionnaire, parce qu'ils ont osé faire un article très modéré sur la façon dont une filiale de LVMH, de fait, organisait de la fraude fiscale. Et pourquoi c'est important ? Parce que, et cette formule n'est pas de moi, elle m'a été confiée par une personne qui est très au courant de ce que je vais vous raconter, en disant en fait, 1 milliard, quand on possède 1 milliard, on peut le dépenser. Il faut acheter des bateaux, beaucoup de propriétés, etc., des œuvres d'art, mais on y arrive. À partir du 2e milliard, voilà comment on me l'a dit, à partir du 2e milliard, on achète le pouvoir. Et toute la question est là. La question est qui exerce le pouvoir ? Est-ce que l'exercice même du pouvoir, dans des institutions qui peuvent être les mêmes, n'est pas complètement perturbé et vicié par une façon de prendre le pouvoir par l'extérieur ? Et je le dis d'autant plus à un moment où on vit un débat démocratique bouleversé, où on dit non, mais on a respecté le cadre constitutionnel. Mais on ne peut pas exercer le pouvoir au mépris de son peuple. Alors ça a été dit par tous les gens qui ont commenté l'élaboration des constitutions. Oui, la foule existe. C'est-à-dire que la question de l'exercice de la démocratie, et ce sera ma conclusion, c'est de ne pas la confondre avec l'élection. La démocratie, c'est pas juste un vote, et puis ensuite on a élu des représentants et ils font ce qu'ils veulent. La question du contre-pouvoir comme élément fondamental de l'exercice du pouvoir, comme la capacité à avoir un dialogue permanent, y compris avec ses opposants, est nécessaire. Et c'est pour ça que je pense que la transition écologique, qui est au final parfaitement compréhensible par tous, parce qu'elle est nécessaire, parce que c'est cette obligation impersonnelle, l'héritage des émissions de gaz à effet de serre, elle peut être gérée de manière démocratique si on assume le dialogue avec le contre-pouvoir. Si effectivement on explique qu'il ne faut pas créer de méga-bassines, mais qu'on explique bien pourquoi, qu'on accepte la contradiction. Et peut-être que parfois ça oblige aussi les écologistes à un exercice de modestie. C'est pas parce qu'on l'a dit depuis 20 ans qu'on est légitime pour le mettre en œuvre aujourd'hui. Je le dis parce que la mise en œuvre, la capacité à déployer des politiques publiques, à créer ce dialogue, ça nécessite qu'on accepte aussi de se laisser interpeller par des gens qui ne sont pas d'accord. Et deuxième point, et c'est pour ça que je pense que la démocratie et la République sont le bon cadre si on remet la question de l'égalité comme horizon, c'est parce qu'on a besoin d'un peu d'apaisement. Si on met en œuvre un vrai projet qui nous permet de rester sous les 2 degrés, je le dis parce que le dernier rapport du GIEC qui a été publié il y a quelques jours, il montre qu'il y a des pistes techniques, technologiques, financières tout à fait acceptables. Ce sera un changement extrêmement compliqué qui passera par des deuils. C'est-à-dire la perte de choses auxquelles on avait l'habitude, de choses qu'on aimait bien. Et qu'on ne peut pas juste dire aux gens, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis vous aviez qu'à pas déconner avant. C'est pas possible de faire comme ça. Et je pense que là, il y a une interrogation sur l'exercice même du pouvoir et sur le fait d'accompagner un processus qui est un processus compliqué et douloureux. Et ce sera le dernier exemple que je veux citer. Après les méga-feux de l'été 2022, qui resteront probablement dans l'histoire comme la première manifestation en France des effets du dérèglement climatique tels qu'on les annonçait, il y a une personne se revendiquant écologiste qui a publié une tribune assez cash en disant de toute façon cette forêt des Landes c'est une forêt pourrie, c'est une forêt plantée, pas naturelle, puis en plus on y met des pesticides, puis elle est fragile, si elle crame, c'est pas grave, on va faire autre chose. Et ça, c'est méconnaître le fait que, oui, bien sûr, c'est une forêt plantée. Alors, sous Napoléon III, ça fait 7 générations. Donc, ok, mais 7 générations. Et que pour les gens qui vivent dans cet endroit-là, c'est leur identité, c'est leur vie. Ils ont grandi au milieu des pins. Et on ne peut pas juste leur dire, il n'y a qu'à brûler, qu'à faire autre chose. Et donc, je pense qu'accompagner cette transition, c'est aussi accompagner la perte. C'est se dire, il y a des choses qu'on faisait avant et qu'on ne pourra plus faire. Et que c'est douloureux. Et par exemple, bien sûr qu'on va plus pouvoir faire des stations de ski partout en moyenne montagne, bien sûr qu'il faut préserver la ressource en eau.
Mais il faut aussi comprendre que pour tout un tas de gens qui ont vécu avec la neige en hiver, ne plus avoir la neige en hiver, c'est douloureux. Et je pense que c'est ce qui manque dans l'exercice du pouvoir dans un cadre démocratique, c'est cette empathie-là. C'est de dire, bah oui, même moi, ça ne me ravit pas. C'est pas juste, c'est comme ça qu'il faut faire et on va le faire, et youpla boum, et ça va être super, vous allez faire du VTT. C'est pas forcément la bonne méthode. Et donc, au-delà des institutions même, au-delà du modèle démocratique, il y a la manière d'exercer le pouvoir. Et la manière d'exercer le pouvoir, la manière d'habiter des institutions est sans doute aussi importante et peut-être même davantage que la mécanique exacte des institutions. Merci Cécile de nous avoir montré que le courage politique était au cœur de la situation et qu'il sera nécessaire de le mobiliser pour pouvoir effectuer les changements auxquels on est confronté. On va d'une certaine manière rester dans les mutations, mais c'est toi, Chloé, on va rester dans les mutations, mais on va dézoomer un peu, on va aborder un peu les questions finalement à un niveau européen. Donc Chloé Ridel, donc vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau, vous êtes une spécialiste des questions européennes. Vous avez récemment rejoint le Parti socialiste comme l'une de ses porte-paroles et vous avez fait paraître il y a quelques mois un ouvrage sur le tournant européen que représente la guerre d'Ukraine intitulé « D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin ». Alors, vous avez dit à un moment donné concernant la République écologique que pour vous, ce serait un monde dans lequel on vivrait mieux, une société qui ne serait plus contre l'être humain. À l'aune de vos récents travaux sur le conflit ukrainien, qui, dites-vous, remet en cause notre perception du monde et qui place les Européens face à leur destin, comment voyez-vous les interactions entre les crises structurelles que traverse la France et les mutations qu'engendre l'exigence de souveraineté européenne ? Merci beaucoup et merci au sénateur Daniel Breuiller d'avoir organisé cette réunion, cette journée de colloque avec Claire. C'est très précieux d'avoir des espaces de débat et de réflexion comme celui-ci. Alors moi, la question que je voulais me poser aujourd'hui, c'est la suivante. Que peut l'Europe, en tant que communauté politique, mais ensemble de règles aussi et d'institutions, face à la crise écologique ? Parce que pendant longtemps, on a répondu à cette question de façon un peu paresseuse, en disant l'Europe est la bonne échelle, la bifurcation écologique dans un seul pays, ça n'est pas possible, et donc l'Europe. Mais c'est vrai, mais pendant longtemps, l'Union européenne a plutôt tendu à aggraver cette crise écologique. C'est en Europe, on le sait, que la doctrine cartésienne a pris forme, maître et possesseur de la nature, et puis plus récemment, dans les années 80, à la fin des années 80, c'est l'Europe et l'Union européenne qui a donné cette impulsion au grand mouvement de libéralisation des échanges au niveau mondial, en inventant en son sein un grand marché qui a libéralisé tous les flux de biens, de services, de capitaux, sans au préalable harmoniser un ensemble de règles sociales et environnementales à un niveau suffisant. Et en faisant ça, c'est de l'Europe qu'est partie la course vers le bas des normes environnementales, sociales et fiscales à l'échelle mondiale. Par exemple, sur l'impôt sur les sociétés, au début des années 90, la moyenne européenne de l'impôt sur les sociétés était à 33%, et en 2017, elle était tombée à 23%, en cela inférieure à la moyenne mondiale. Donc c'est quand même l'Union européenne qui a donné cette impulsion à, si vous voulez, une mondialisation libérale que nous avons connue et qui a aggravé non seulement les inégalités sociales, mais également la crise écologique. C'est aussi l'Europe qui a impulsé notamment des institutions comme l'OMC, avant le GATT, qui ont fait de l'objectif de garantir des prix bas pour le consommateur l'alpha et l'oméga de toute politique commerciale et de toute notre politique du marché intérieur, et ont considéré que
toutes les normes environnementales qui consistaient à lutter contre la pollution, par exemple, pouvaient constituer des entraves au libre commerce. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis dès les années 90 dans les traités de l'OMC, par exemple. Donc, si vous preniez des mesures de lutte contre la pollution pour limiter la circulation des camions sur certaines autoroutes, ou si vous demandiez à une entreprise qui exportait sur votre marché des bouteilles de prévoir des consignes obligatoires, etc., ça, on vous disait non, vous n'avez pas le droit, parce que c'est une entrave au libre commerce. Donc, c'est l'Europe aussi qui a impulsé ce type de règles. Mais je remarque aussi que c'est en Europe peut-être qu'existe le plus d'énergie aujourd'hui, mais même depuis des dizaines d'années, en faveur de l'écologie. J'aime à rappeler que c'est l'Europe qui a été particulièrement motrice pour, par exemple, l'adoption du traité qui a conduit à l'adoption du protocole de Kyoto en 1997, qui depuis donne lieu à l'organisation tous les ans des COP, que c'est en Europe qu'a été inventé le fameux GIEC, en 1988, en 1988, pardon, et qui avait été créé donc par un Suédois, que c'est en Europe qu'a été créé le Club de Rome en 1968 cette fois, que ce même Club de Rome a été présidé par des Européens jusque dans les années 2000, et puis que c'est en Europe aussi qu'il y a le plus d'ONG environnementales. Je crois que nous en avons à peu près 70. Et à titre de comparaison, vous en avez 2 en Chine et 6 en Inde. Donc l'Europe concentre énormément d'énergie aujourd'hui pour penser la façon dont on peut faire face à la crise écologique. Et pour répondre à cette question, je crois qu'il faut se poser une double... Il faut essayer de regarder les choses sous 2 angles. Il faut se poser la question de ce que l'Europe peut faire pour elle-même et de ce que l'Europe peut faire pour le monde. Ce que l'Europe peut faire pour elle-même en interne, c'est d'abord réorganiser la façon dont elle a construit son marché. Puisqu'on a bien compris que la racine du mal, elle est là. Ce marché, il est subordonné à un objectif qui est celui de la concurrence libre et non faussée et qui prédomine l'ensemble des autres objectifs, à commencer par effectivement la justice environnementale, la justice sociale. Donc aujourd'hui, il faut réformer ce marché, abandonner le culte du consommateur qui oublie tout à fait que le consommateur c'est aussi un être vivant dont la survie dépend du respect des limites planétaires. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, au nom de cette concurrence libre et non faussée au sein du marché européen, on n'a pas le droit, par exemple, de favoriser les circuits courts en appliquant des taux de TVA réduits à des salades qui seraient produites à 10 km de chez vous versus des salades que vous importeriez de Pologne. Donc ça, c'est une absurdité. Mais c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui interdit par le droit européen. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient progressivement, et je crois que l'Europe, singulièrement depuis la pandémie, Cécile l'a rappelé, qui était une expérience véritablement planétaire et partagée par tous. Cette pandémie, elle a remis en question un certain nombre de dogmes, elle a freiné l'expansion du commerce international qui progressivement se régionalise, et puis elle a généré tout un ensemble de prises de conscience. Et puis il y a cette guerre d'Ukraine aussi qui nous amène à comprendre qu'il n'est pas possible que l'Europe perdure dans une sorte de dépendance tous azimuts, aux États-Unis pour sa sécurité, à la Chine pour ses débouchés industriels, à la Russie pour son énergie. Donc l'Europe fait de l'autonomie stratégique une de ses priorités et est contrainte à changer et à bouger et à se réformer. Et sur le plan écologique, elle a compris, notamment face à ce que les États-Unis ont fait récemment, le fameux Inflation Reduction Act, qui est une politique protectionniste, où tout simplement ils vont financer des technologies dites vertes et ils vont appliquer une préférence américaine sur un certain nombre de producteurs aux États-Unis. L'Europe va faire la même chose puisque elle avance un acte qui s'appelle le Net Industry Act et qui vise à effectivement mettre Net Zero, qui vise à mettre une préférence européenne pour ce qui est produit en Europe et puis qui vise aussi à réformer tout le droit en matière d'aide d'État, d'aide publique. Donc ça montre qu'il y a un shift qui s'opère et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et je ne vais pas faire là une liste à la Prévert de tout ce que l'Europe doit faire pour arriver au net zéro. Je veux dire, il y a un plan, il y a ce qu'on appelle un pacte vert qui est en discussion. Je me concentre plutôt sur ce qui relève de la gouvernance et des institutions, puisque c'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Et donc, au-delà de la gouvernance de son marché,
je veux aussi parler de la gouvernance économique, qui repose aujourd'hui entièrement sur le PIB. Alors on a tous en tête la fameuse règle de gouvernance qui nous ont conduit à respecter un déficit budgétaire qui n'excède pas les 3% de notre PIB. Mais cette petite règle-là, qu'on connaît tous, c'est en fait la partie émergée d'un iceberg de règles de gouvernance économique européenne qui reposent toutes d'ailleurs sur le PIB, puisque à cette règle des 3% s'ajoute une règle de dette 60% du PIB, s'ajoutent des règles de frein à l'investissement, à la croissance des dépenses publiques, etc. Et tout cela est soumis à un seul indicateur qui est l'indicateur de production du PIB. Et dans une Europe qu'il va falloir amener vers la post-croissance, il va être incontournable de réformer l'ensemble de cette gouvernance économique européenne qui ne repose encore une fois que sur le PIB et qui nous amène tous les ans à faire ce qu'on appelle, à présenter à la Commission européenne ce qu'on appelle des pactes de stabilité. Tous les pays européens, tous les États doivent présenter chaque année au printemps un pacte de stabilité, et ce pacte de stabilité, il s'appelle pacte de stabilité, il ne s'appelle pas pacte pour l'écologie et la justice sociale, n'est-ce pas? Alors je ne dis pas que la stabilité budgétaire, ça n'est pas important, mais je dis qu'il faut que cette gouvernance économique-là, aujourd'hui, prenne en compte l'impératif de justice climatique et sociale, évidemment. Et donc il faut non seulement se débarrasser de la règle des 3% de PIB, mais aussi inventer remplacer cet indicateur par d'autres indicateurs qui vont réellement tenir compte du progrès écologique et social et qui vont permettre concrètement d'amener l'Europe et les institutions européennes vers la post-croissance. Et puis il faut que l'Europe montre qu'elle peut être aussi un levier écologique supplémentaire pour faire en sorte que cette transition, cette bifurcation, elle soit juste, que l'Europe montre qu'elle est une valeur ajoutée. Pour moi, c'est assez clair, puisque on a beau dire que ces règles en matière de lutte contre la pollution de l'air, de l'eau, des sols, etc., elles sont insuffisantes en Europe, mais en attendant, elles sont les plus ambitieuses du monde. Donc on voit bien que sans l'Europe, des pays comme, je ne sais pas moi, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie n'iraient pas vers des règles écologiques aussi ambitieuses que ce que leur impose aujourd'hui l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est vraiment un levier, je crois, écologique très important. Et ça peut être aussi un levier financier pour garantir que les régions qui seront demain les plus touchées, du fait de la bifurcation écologique et du fait qu'on va devoir réorienter tout un pan de notre économie. Par exemple, l'Allemagne, il faut qu'elle change radicalement de modèle, il faut qu'elle sorte d'une économie exportatrice dont les exportations sont essentiellement centrées sur la production de voitures et de produits chimiques. L'Allemagne, ça va lui coûter cher, cette transition-là, pourtant elle est indispensable parce qu'elle est dans l'intérêt général européen, et donc il faut que l'ensemble des pays européens soient capables d'accompagner ce type de pays comme l'Allemagne, où c'est 1 million d'emplois quand même, le secteur automobile, dans la transition, et je crois que c'est d'ailleurs une dimension du pacte vert que de prendre cela en compte. Donc ça, c'est ce que je voulais dire rapidement, et c'est une synthèse parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce que l'Europe peut faire pour elle-même, les règles qu'elle peut changer, les règles de son marché et de sa gouvernance économique pour faire face à la crise écologique. Mais l'Europe peut aussi faire beaucoup pour l'écologie mondiale. Et elle, non seulement elle peut, mais elle doit. Parce qu'il faut d'abord rappeler que l'urgence écologique, elle reconfigure totalement la géopolitique. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été aussi interdépendants que dans le contexte de la crise écologique, puisque quand on déforeste l'Amazonie, ça a un impact sur tout le monde, quand une usine à charbon ouvre en Chine, ça a un impact sur tout le monde, ou quand Facebook décide de créer le métaverse qui va augmenter la consommation d'énergie, ça nous impacte aussi. Pourtant, nous n'avons pas de prise sur ça. Et il y a aujourd'hui peu d'institutions avec un réel pouvoir qui favorisent la coopération plutôt que la compétition. Et il n'y a aucune grande puissance aujourd'hui dans le monde qui porte ce discours de la coopération nécessaire et urgente face à ces problèmes communs et mondiaux. À la place, vous avez une guerre froide qui s'installe, enfin qui est déjà bien installée entre les États-Unis et la Chine. Vous avez un Joe Biden qui répétait au G20 de Bali en novembre qu'il ne recherchait pas, je cite, le conflit avec la Chine, mais la compétition, comme si l'une ne menait pas à l'autre. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de compétition
entre puissances, nous avons besoin de coopération. Et donc c'est la responsabilité de l'Europe que de mettre tout son poids dans la balance pour freiner cette compétition qui nous mène à un monde à plus 4 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Ça, je pense qu'il faut le dire et le répéter, c'est très clair. Et je pense qu'il faut incarner il faut que cette Europe, elle incarne une autre vision de la puissance. On dit souvent il faut que l'Europe devienne une puissance, etc. Je suis la première à le dire. Mais cette puissance, ça n'est pas une puissance sûre. C'est un pouvoir d'agir. C'est-à-dire que ça n'est pas une puissance au sens où on l'a longtemps entendu, c'est-à-dire comme une capacité à dominer. Non. La puissance est une capacité à agir. Et je crois qu'il faut prendre conscience que la volonté de toute puissance, qui semble être celle des États-Unis, mais de la Chine et de plein d'autres pays dans le monde, est profondément anti-écologique. Parce que, et ça m'intéresse toujours de le rappeler, en criminologie, c'est-à-dire la science qui va étudier ce qui se passe dans la tête des criminels, de ceux qui commettent des crimes, les criminels, ce sont souvent des gens qui n'ont pas d'empathie, ce qu'on appelle des psychopathes, et donc qui vont commettre des crimes par manque d'empathie. Et ce manque d'empathie est souvent lié à une volonté qui existe chez eux de toute puissance. Et la volonté de toute puissance nous aveugle et nous rend incapables d'empathie. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais dire qu'il faut que cette Europe, justement, elle incarne une autre vision de la puissance totalement différente, qui utilise son poids, ses ressources immenses, pour installer une culture de la coopération au niveau mondial. Et pour ça, elle a plusieurs leviers pour le faire. Elle a d'abord le levier de son marché. Alors ça peut paraître étonnant que de le dire, mais si on regarde les armes dont dispose l'Europe, elle n'en a pas 36 000 à son actif, mais elle a un marché. Alors ce marché, je l'ai dit, il a été très mal construit. Pour autant, tout le monde veut y accéder à ce marché. On est le premier marché de consommateurs du monde, on est relativement plus éduqué que les autres zones de la planète, et aussi plus riche. Et donc tout le monde veut nous vendre des choses. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas utilisé l'immense levier que cela représentait. On commence à le faire. C'est-à-dire qu'on va dire, très bien, si vous voulez nous vendre des choses, vous devez respecter un certain nombre de règles. Et donc ça, on commence à le faire. On a par exemple adopté, il y a quelques mois, un règlement sur la déforestation qui interdit l'importation sur le marché européen de tous les produits issus de la déforestation dans le monde, que ce soit du soja, du maïs, du cuir, du sucre, etc. Et ça a un impact concret, parce que ça va faire en sorte que ça va inciter à moins déforester à travers le monde. On a aussi interdit, par exemple, dans notre marché, l'importation de produits issus du travail forcé. Donc on va exporter là aussi nos normes en matière de respect des droits humains. Donc ce marché, il nous offre un pouvoir énorme de levier pour permettre de rehausser les normes environnementales, sociales, mais aussi démocratiques à l'échelle mondiale. On a aussi un pouvoir normatif très très important. Alors c'est aussi ce pouvoir dont découle le marché. On dit souvent oui, mais on caricature l'Europe, on dit mais on est bon qu'à produire des règles, etc. Mais oui, on est bon et on peut utiliser ce pouvoir. C'est un immense pouvoir. On l'a fait par exemple récemment pour réguler les réseaux sociaux, les plateformes, la désinformation sur ces plateformes. Il faut l'utiliser demain pour réguler ce qui fera le cœur de la compétition justement qui s'installe entre les États-Unis et la Chine, qui sont les nouvelles technologies, notamment les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. L'Europe a notamment commencé à réfléchir à la façon dont on pouvait réguler ces nouvelles technologies-là qui vont avoir des conséquences incalculables, non seulement en matière économique, mais aussi en matière écologique, sociale. Donc ce levier normatif. Et puis il y aura aussi un levier d'influence, un levier politique. Je crois que l'Europe doit savoir demain mieux parler aux pays de ce qu'on appelle le Sud global pour les prendre à témoin et leur dire qu'est-ce que vous avez, vous, à gagner de ce monde où on va vous demander de vous aligner soit derrière les États-Unis, soit derrière la Chine. Qu'est-ce que vous avez, vous, à gagner de ce monde où règne la compétition davantage que la coopération. Donc il faut réinvestir résolument, notamment davantage miser sur notre réseau diplomatique dans ces pays, faire en sorte qu'on rentre dans la guerre d'information qui nous est menée, notamment par des puissances comme la puissance russe en Afrique, mais aussi la puissance chinoise.
Il faut qu'on repense notre politique de développement d'une façon qui soit beaucoup plus résolument écologiste et féministe. Bref, il y a plein de choses que l'Europe peut faire pour, faciliter non seulement la paix, parce que c'est une des conditions de l'écologie, mais le progrès écologique à l'échelle mondiale, et pas seulement en agissant pour elle-même. Voilà, et je voudrais simplement terminer par dire que cette crise écologique et cette géopolitique de l'écologie, elle va donner lieu demain à un affrontement, à un dialogue entre différents modèles. On n'aura pas tous la même façon d'aboutir à la neutralité carbone. C'est-à-dire que la Chine a annoncé qu'elle allait arriver à la neutralité carbone en 2060. Les États-Unis aussi ont annoncé qu'ils allaient arriver à la neutralité carbone. Nous aussi. Mais on n'aura pas la même façon d'y arriver. Et là, il faut que l'Europe prenne conscience et assume qu'elle a un certain modèle de civilisation et qu'elle a une certaine vision de ce qu'est l'écologie qui sera différente de celle des États-Unis et différente de celle de la Chine qui, eux, sont plutôt partis pour miser sur des solutions qu'on appelle techno-solutionnistes où ils vont mobiliser les techniques de la géo-ingénierie pour modifier le climat, pour lutter contre les sécheresses, etc. Et c'est une façon d'ignorer en fait la nécessité de remettre en question la façon dont nous vivons, dont nous consommons, dont nous interagissons avec le vivant. Et il faut que contre ça, l'Europe au contraire assume que la façon de faire face à la crise écologique, ça n'est pas de faire comme si l'homme pouvait surmonter tout et continuer à manipuler la nature en toute impunité, mais en faisant preuve d'humilité et en misant davantage sur la sobriété et sur des techniques d'adaptation au changement climatique qui vont davantage miser sur le biomimétisme et qui vont s'inspirer de la nature plutôt qu'en cherchant à maîtriser cette même nature. Donc il faut que l'Europe fasse entendre sa voix et son modèle, sa vision de l'écologie. Et j'étais à ce titre assez frappée quand j'avais regardé, je pense comme beaucoup d'entre vous, le film Don't Look Up, qui était sorti fin 2021 déjà, il y a assez longtemps, ce fameux film où une comète se dirige vers la Terre et menace de mettre fin à la civilisation. Vous avez, c'est un film qui est centré sur les États-Unis, où vous avez un débat entre les technosolutionnistes qui vous expliquent qu'il est possible de dévier la comète tout en bénéficiant de ses ressources précieuses en métaux rares, et ceux qui sont pour une destruction préventive de la comète, mais ils n'arrivent pas à régler le problème, et in fine, la comète va heurter la Terre, et donc au dernier moment, le film dit, face à l'impuissance des États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie essaient de trouver des solutions. Mais le film, à aucun moment, ne mentionne l'Europe. Et ça peut paraître anecdotique, mais pour un film qui prétend singer le réel, moi, ça m'a interpellée. C'est-à-dire que l'Europe est totalement absente de cette discussion dans ce film sur la façon dont on peut sauver la Terre et l'humanité. Et donc c'est là-dessus, pour le coup, qu'il faut lutter. Il faut faire entendre la voix européenne parce qu'elle a beaucoup apporté. Elle a beaucoup à apporter face à la crise écologique planétaire. Merci Chloé de nous avoir permis d'entrevoir ce que pourrait être le rôle décisif de l'Europe dans les changements auxquels on est confronté. Maintenant, nous allons changer de continent et nous rendre avec Carolina Cerda Guzman au Chili. Carolina, vous êtes maîtresse de conférences en droit public et chargée de mission relations internationales à la faculté de droit et de sciences à l'université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste de la Constitution chilienne et docteur en droit constitutionnel. Et alors justement, depuis 2020, nous suivons avec attention les différentes étapes des mutations politiques et institutionnelles au Chili, du soulèvement de 2020 après bien des années d'ultralibéralisme et d'une hausse de prix de trop, jusqu'au rejet du texte de la nouvelle Constitution, en passant par l'élection d'un gouvernement d'une gauche écologiste. Et donc, nous nous demandons avec vous aujourd'hui quelle est la suite de ce processus assez inédit dans le monde, mais aussi en Amérique du Sud et aussi dans le monde. Et quels sont les enseignements qu'on peut tirer justement des différentes étapes de ce processus ? Est-ce que
la proposition d'une république sociale et écologique qui était dans la Constitution est arrivée trop vite? Est-ce qu'elle était trop radicale par rapport à la société chilienne à cet instant? Donc, on vous écoute là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ça? Ah, oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à répondre à l'ensemble de ces questions, mais en tout cas, je remercie sincèrement l'occasion qui m'est donnée de revenir sur ce processus qui, moi, personnellement, m'a énormément fascinée et qui continue à me fasciner. Parce que je pense que malgré le rejet par une majorité de 62% de non lors du référendum en septembre 2022 du projet de constitution, je pense malgré tout que l'exemple chilien, il est riche d'enseignements parce qu'il nous donne déjà presque l'occasion de toucher du doigt ce à quoi pourrait ressembler une république écologique du point de vue. Pour moi, en tant que constitutionnaliste, je trouve ça très intéressant d'avoir enfin une proposition entière composée de plusieurs articles qui nous dit voilà ce que nous on propose comme république écologique. Et je pense que malgré tout, j'essaye d'être optimiste, que l'échec aussi nous apprend beaucoup de choses. Il nous révèle les conditions qui sont nécessaires pour parvenir à un avènement effectif d'une constitution, d'une république écologique. Alors, le Chili a réussi en tout cas, le Chili est parvenu à réunir certaines de ces conditions, parce que c'est déjà un aboutissement en soi que d'arriver à un texte de cette forme. Après, il lui en a manqué d'autres, et je pense que c'est en faisant cette introspection, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a manqué au Chili, et d'essayer d'être le plus sincère et le plus honnête possible dans ce diagnostic, qu'on pourra faire en sorte que ce projet de constitution, en tout cas celui de 2022, parce qu'il y en aura un nouveau, à la fin de l'année il y aura un nouveau projet de constitution, mais en tout cas que celui de 2022, il ne soit pas simplement un essai, un espèce de petit brouillon et qu'on va oublier, mais j'espère vraiment que malgré tout ce projet qui a été proposé soit utile, et pas seulement pour le Chili, mais aussi plus largement pour l'ensemble des constitutionnalistes et démocrates du monde entier. Alors pour cela, j'aimerais dans un premier temps d'abord essayer de décrire ce que proposait ce projet de constitution, parce que je pense que c'est nécessaire de pouvoir voir quels sont les marqueurs d'une république écologique d'après le Chili, en tout cas d'après une convention constituante. Ce qu'eux, ils voyaient comme étant une nouvelle république écologique, puis ensuite aborder avec vous les limites du projet. Alors, ce qui est intéressant dans le texte qui a été proposé, c'est un texte long de 388 articles, je reviendrai dessus sur le fait que c'était trop long, etc. Mais 388 articles, et sur ces 388 articles, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous propose à la fois des nouveaux droits, des droits qu'on n'avait jamais vus encore, même environnementaux, qui n'avaient jamais été consacrés par aucune autre constitution, des risques nouveaux, qu'on connaît déjà, mais des risques qui sont formellement inscrits dans une constitution, je trouve ça intéressant, puis ensuite une transformation complète de l'État. Et donc j'aimerais revenir d'abord sur ces droits et ces risques nouveaux, parce que c'est souvent par là qu'en droit constitutionnel, on appréhende la question de l'environnement et de l'écologie. C'est toujours par les droits fondamentaux. Voilà, on dit qu'une constitution, elle est verte parce qu'on y a rajouté des droits fondamentaux. En France, c'est ce qui s'est passé avec la Charte de l'environnement 2005. C'est une liste de droits et de devoirs fondamentaux. Et on se dit, c'est bon, ça suffit. Alors, le projet de constitution de 2022, il ne fait pas que ça. Il y a une liste de droits, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on y trouve des formulations que j'ai trouvées intéressantes. Alors, on en a des classiques. Évidemment, on démarre par le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. Mais ensuite, il y en a d'autres. Par exemple, le droit à un air pur tout au long de sa vie. Le droit d'accéder de manière responsable et universelle aux montagnes, aux berges, des rivières, à la mer, aux plages, aux lacs, aux lagunes, etc. Il y a toute une belle litanie qui s'ensuit. Ensuite, il y a le droit de toute personne à un minimum vital énergétique, abordable et sûr. Dans le projet, on a le droit à une alimentation saine et adéquate. On a également l'exercice du droit humain à l'eau, à l'assainissement et à l'équilibre des écosystèmes.
Mais à côté de cette liste de droits, on peut se dire, bon, c'est bien gentil, on a des droits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y inclut également des droits propres à la nature, ce qui a été évoqué tout à l'heure, et qu'on précise bien que c'est à l'État de garantir et de promouvoir ces droits propres à la nature. Notamment, on reconnaît le droit au respect et à la protection de l'existence de la nature, de sa régénération, de la préservation et de la restauration de ses fonctions et équilibres dynamiques. Et autre élément intéressant, c'est qu'on y commence à introduire la théorie des communs. Parce qu'à l'intérieur de ce projet, il est inscrit que doivent être rendus inappropriables les biens que la nature a rendus communs à toutes les personnes. Et on indique que l'État a un devoir spécial de garde à l'égard de ces biens communs naturels qui sont listés. On a la liste des biens communs naturels en disant qu'ils peuvent être complétés par d'autres textes. Alors, en revanche, là où, pour faire écho à la table ronde de tout à l'heure, le projet de constitution chilienne ne fait pas de la nature, ne donne pas à la nature une personnalité juridique. Ne dit pas la nature a sa propre personnalité, ni aucun de ses démembrements. On ne dit pas que le fleuve Biobío, ou on ne dit pas le Rio Mapuche, ou on ne dit pas que telle montagne ou que la Concagua a une personnalité juridique. On dit en réalité que ces composantes-là doivent être préservées par l'État. Donc on ne va pas jusqu'à cette étape-là qui est sollicitée, en tout cas revendiquée par certains environnementalistes. Ce n'est pas le cas dans ce projet de constitution. Et comme je vous le dis, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle inscrit des nouveaux risques et des nouvelles pratiques. En tout cas, ce n'est pas des nouveaux risques, mais c'est du point de vue constitutionnel, ce sont la première fois où on va les voir inscrits dans une constitution, dans un projet de constitution. Par exemple, le projet mentionnait que l'État devait assurer une surveillance permanente des risques environnementaux et sanitaires qui affectent la santé des communautés et des écosystèmes du pays. Il y a un article, l'article 129, qui évoque explicitement la crise climatique et écologique qui doit contraindre à adopter des actions de prévention et d'adaptation vis-à-vis de ces effets. Et mentionner également la nécessité de prendre des mesures pour s'assurer de la protection des glaciers et de l'environnement glaciaire. Et puis un qui me tenait particulièrement à cœur, qui était la conservation de l'atmosphère et du ciel nocturne. Je dis ça parce que moi je suis née au nord du Chili et moi j'ai eu la chance de voir le beau ciel étoilé pur du désert d'Atacama, et qu'on me dise qu'on va préserver le ciel nocturne, c'est pour moi extrêmement précieux. Et puis à nouveau, pour faire écho aux discussions qui ont eu lieu tout à l'heure, le projet de constitution évoquait également la solidarité intergénérationnelle. C'était évoqué dans le projet. Et ici, ce n'est pas simplement pour faire joli, c'est inscrit, la solidarité intergénérationnelle est faite principe. Et à quoi cela sert? Ça sert à dire que ce principe, qu'est la solidarité intergénérationnelle, doit guider l'action de l'État au moment où il met en place son action environnementale. De manière intéressante aussi, le projet il élève au rang constitutionnel toute une série de pratiques. Par exemple, le projet mentionnait l'obligation pour l'État de développer un bouquet énergétique basé sur des énergies renouvelables à faible impact environnemental. Le texte mentionnait également le commerce équitable. Il mentionne la nécessité de réduire et de valoriser les déchets. Il impose à l'État de veiller à l'utilisation raisonnable de l'eau. Bref, tout ce que nous, généralement, on relègue au niveau de la loi ou des décrets ou des choses comme ça. En fait, ce texte décide de les élever tout en haut. Et puis après, l'autre élément intéressant, c'est qu'il propose une transformation complète de l'État. Donc là, on a vu, on pourrait dire, c'est une litanie de droits, de devoirs et de bonnes pratiques ou d'éléments, de choses à faire. Ce qui est intéressant dans le projet chilien, c'est que l'objectif était vraiment de refonder l'État, de créer un nouvel État. Un État dans lequel on instaurerait une relation harmonieuse entre les personnes, la nature et l'organisation de la société. Et pour cela, l'idée était vraiment de repenser toutes les institutions, à commencer par l'État lui-même, à commencer par son administration. Le texte mentionnait que l'administration centrale devait être écologiquement responsable, que cela devait se découler dans chacun des services publics,
y compris par exemple pour l'éducation. Le texte mentionnait la nécessité de développer chez chacun des élèves une conscience écologique. C'était vraiment formellement marqué ainsi dans le projet. Et de même, pour chacune des divisions territoriales, on leur attribuait une série de missions de protection de l'environnement, que ce soit au niveau de la région, du département, enfin de la province, parce que pas le niveau de département, mais de province ou de la commune. De même, dans ce projet, on mentionnait 2 nouvelles institutions, toutes neuves, une agence nationale de l'eau qui devait s'occuper de gérer donc, ces biens communs naturels liés à l'eau, et puis un défenseur de la nature, ce qui est assez, cette fois-ci, il n'y a pas de grande originalité, c'est des choses qu'on le retrouve au niveau régional en Amérique latine. Et autre élément, parce que c'est un sujet qui a été abordé sur la question de l'économie et le droit, ici le projet prévoyait également la nécessité d'aborder la dimension économique et la nécessité de restreindre cette liberté économique par des contraintes environnementales. Par exemple, au moment où on liste toutes les libertés, notamment la liberté d'entreprendre dans le texte, on indique que cette liberté d'entreprendre et de développer des activités économiques, et bien que cette liberté, lorsqu'elle sera exercée, doit être compatible avec la protection de la nature, ce qui doit être ensuite combiné avec un autre article que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui qui précisait la fonction de la propriété, ce qu'est une propriété et ce qu'est une propriété privée. Et bien ce projet de constitution indiquait que la propriété, elle a certes une fonction sociale, mais elle a aussi une fonction écologique, et que de ce fait, l'exercice de cette propriété ou même l'acquisition de la propriété pouvait en être limité. Ensuite, le projet précisait également qu'il fallait mettre en place une politique de développement durable et que ceci s'appliquerait à tous les domaines et activités financières de l'État. Même des instances comme la Banque centrale, il était précisé que la Banque centrale devait prendre en compte et orienter sa politique pour permettre l'établissement d'une politique de développement durable. Et puis ensuite, le projet ciblait 3 secteurs de l'économie chilienne, qui sont propres à l'économie chilienne. Le secteur de l'énergie, où on venait restreindre la liberté à un domaine. Deuxième secteur qui est l'extraction minière, ça c'est un sujet important au Chili. Et là on venait vraiment fortement limiter l'utilisation de ces ressources parce qu'on disait que l'extraction minière devait être régulée de façon à tenir compte du caractère fini de ces ressources et à exclure certaines zones. Et enfin, troisième domaine, c'était l'exploitation maritime avec une série d'articles relatifs à la politique portuaire. Enfin et surtout, sur ce dernier élément, la transformation de ce qu'est une république écologique d'après les Chiliens, c'est aussi surtout une démocratie environnementale. Donc on a des institutions, on a une vision de l'économie, puis on a aussi une démocratie environnementale. Je vous ai dit qu'il y avait des biens communs naturels qui devaient être gérés, préservés, gardés. Eh bien, le projet précisait de quelle manière il devait être gardé. Il devait être gardé à travers, notamment en ce qui concerne l'eau, à travers des conseils de bassin qui sont décrits. Leur composition est décrite dans tout le projet. Par exemple, il était indiqué que dans ces conseils de bassin devaient être présents au moins tous les détenteurs d'autorisation d'utilisation de cette eau, des membres de la société civile et les entités territoriales qui sont présentes dans ce bassin. Et il était bien précisé qu'aucun acteur ne pouvait obtenir le contrôle à lui seul de ce conseil de bassin afin que les décisions puissent être prises collectivement. Et si à cela on ajoute tous les autres mécanismes participatifs qui étaient imaginés, par exemple l'initiative citoyenne de loi ou l'initiative citoyenne de révision de la Constitution, si à cela on ajoute tous les autres mécanismes participatifs qui étaient ciblés spécifiquement pour les peuples originaires, et si à cela on ajoute le fait que le projet de Constitution, il donnait pour la première fois une place centrale, vraiment au cœur du projet était avant tout la notion de parité femmes-hommes et une liste de droits spécifiques visant à protéger et à mettre en avant la perspective de genre, bien il me semble que là on a là pratiquement toutes les composantes de la République écologique telle qu'imaginée par ce projet.
Malgré tout, je suis en train de vous décrire un projet qui n'existe que sur le papier, puisque c'est un projet qui a été rejeté comme on le sait. Et j'aimerais juste, sur les minutes qui me restent, revenir sur malgré tout, comment il a pu malgré tout émerger, en tout cas d'après moi, quelles sont les conditions qui ont permis son avènement à ce texte, et ensuite peut-être les explications de son échec. Déjà, je voudrais signaler une première chose, c'est que je suis avant tout, avant d'être chilienne, je suis une constitutionnaliste, et tenir à préciser qu'il ne faut pas prendre pour exemple l'histoire constitutionnelle française, qui, la France étant le musée des constitutions, on a beaucoup rédigé en France. Il faut bien prendre conscience que rédiger une constitution, c'est quand même pas rien dans l'histoire d'un pays, et que déjà arriver à ce moment-là de l'histoire d'un pays, c'est déjà énorme. Et en plus, le Chili, il est arrivé à ce moment clé où on se dit on écrit une nouvelle constitution et en plus on aboutit à une constitution qui sera une république écologique. Je trouve que quand même c'est déjà pas mal. Alors bon, on n'a pas de recette magique, hein, et nous les constitutionnalistes encore moins, les processus constituants restent encore des phénomènes qu'on maîtrise assez peu en réalité. Ça peut paraître paradoxal, mais on est plutôt toujours spectateur et pas vraiment capacité d'anticiper tout ce qui va s'y réaliser. Alors, comment au Chili on ait pu en arriver? Comme cela a été dit, hein, quand on présente le Chili, on le présente avant tout par sa caractéristique économique. C'est un État néolibéral. Et c'est un État néolibéral depuis pratiquement 60 ans déjà, 50 ans. Voilà, on va fêter, c'est pas vraiment une fête, mais les 50 ans du coup d'État auront lieu cette année. Donc 50 ans d'un État néolibéral, c'est beaucoup, ça marque, ça laisse des traces. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de mouvements de protestation contre les effets de ce néolibéralisme, notamment au niveau des retraites, au niveau de la santé, au niveau surtout de l'éducation. Il y avait eu beaucoup de manifestations de la part des étudiants, des lycéens, les années avant cet éclatement social de cet estallido. Mais c'est là où... ce qui est intéressant, c'est que l'estallido social, donc ce mouvement d'octobre 2019, il éclate pour dire c'est vraiment tout ça. C'est tout ça, c'est tout ce système néolibéral, mais aussi tout le système politique qui a découlé de la fin de la dictature de Pinochet, que l'on veut mettre à plat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des conditions de l'aboutissement, c'est que, parce qu'il y avait eu des tentatives avant de changer de constitution au Chili qui avaient échoué, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en octobre 2019, la demande de changement de constitution, elle ne vient pas du haut, elle vient vraiment du peuple. Elle vient vraiment des personnes dans la rue, elle vient des manifestants, puisque c'est eux-mêmes qui vont commencer à avoir cette revendication. C'est eux-mêmes qui vont se constituer en ce qu'on appelle au Chili des cabildos, qui sont le nom que l'on donne à ces assemblées citoyennes. Et elles vont se former de manière tout à fait spontanée. Même des clubs de foot vont en créer. Moi, mon club de foot préféré a créé son cabildo. Et il appelait aux personnes pour discuter et commencer déjà la discussion constituante avant même que ça soit anticipé par les partis politiques ou les institutions. Et ensuite, la deuxième condition, ça a été que, du fait de la persistance de cette revendication, les principaux partis politiques ont compris que, finalement, le changement de constitution était la seule issue possible pour pacifier la révolte, parce qu'il y avait une première répression très violente, ça n'avait pas apaisé la révolte, et que, finalement, c'était la seule issue possible. Ensuite, comment on en est arrivé à cette proposition-là. Pourquoi écologique? Ça, c'est venu de la composition de l'Assemblée, en ayant une Assemblée avec constituante qui ait laissé la part belle aux indépendants, une Assemblée paritaire, une Assemblée, alors elle n'est pas complètement citoyenne, c'était pas complètement cela l'idée, hein, ça restait dominé par certains partis politiques malgré tout, mais ça tranchait avec le système institutionnel classique, et cela a vraiment permis de proposer une façon de débattre. Et c'est ça que je voudrais moi mettre en avant, c'est que si on est arrivé à une proposition aussi peut-être radicale pour certains, c'est parce que la discussion a été radicale. C'est qu'on a abandonné l'idéologie qui était dominante au Chili jusqu'ici, qui était celle du consensus.
Voilà, toujours sur des coalitions de partis, toujours sur des programmes consensuels. Là, dans cette assemblée, ce n'était pas le cas, parce que la composition elle était très différente, et donc on arrivait à ce qu'on appelle vraiment des délibérations, des positions l'une contre les autres. Alors, ça a peut-être été une des raisons de l'échec, c'est parce qu'au Chili, on n'est pas habitué, on a eu 17 ans de dictature, plus de 30 ans de concertation, donc 30 ans de consensus. Là, quand on arrive à des sujets où on débat, forcément, c'est peut-être une des explications de l'échec. Et si je pourrais encore poursuivre des minutes sur les spécificités du processus constituant chilien, j'aimerais juste prendre les dernières minutes pour peut-être évoquer la suite. La suite, pour le moment, moi je dirais que pour la suite, elle est un peu décevante. Elle est décevante sur la forme et sur le fond, en tout cas de mon point de vue. Sur la forme, pourquoi ? Parce que, alors qu'on avait une assemblée constituante directement élue pour le peuple, là ce sera une commission d'experts. C'est une commission d'experts, ça y est, elle commence à travailler. 24 experts, 12 hommes, 12 femmes, qui ont été désignés par le Parlement. Ensuite, ils font faire un avant-projet. Ils sont en train de faire cet avant-projet qu'ils vont soumettre à un conseil constitutionnel. Alors je mets des guillemets parce que c'est le nom qu'on lui a donné, mais ça n'a rien à voir avec le conseil français. Conseil constitutionnel qui lui sera élu, 50 personnes qui seront élues directement par le peuple, mais qui devra travailler à partir du projet du comité des experts. Et ensuite avec un comité de technique d'admissibilité qui va veiller à la manière dont sera élaboré. Donc pour l'instant, certes, il est prévu que soit mentionnée la question de l'environnement dans le projet final, mais que ce soit sur la forme ne laisse pas beaucoup d'espoir. Voilà. Merci Carolina de nous avoir fait découvrir la richesse de ce projet et ce que pourrait être une république écologique, et puis de nous avoir informé aussi, parce qu'on ne l'a pas forcément beaucoup plus suivi, sur ce qu'il en était aujourd'hui et ce que ça peut devenir. On va peut-être maintenant prendre, on a encore un peu de temps, on a une vingtaine de minutes, pas plus, pour des questions. Juste avant qu'on prenne les questions, je profite de rappeler que le livre de Chloé Ridel, D'une guerre à l'autre, est disponible à la librairie Utopia, comme d'autres livres, et peut-être qu'après même, il y aura quelques dédicaces de sa part, si vous le souhaitez. Donc c'est sur l'estrade là-bas. Maintenant, les questions à la salle. Bonjour, merci pour vos exposés. Alors j'avais d'abord un tout petit commentaire, c'est un petit commentaire sur Descartes. Il me semble parfois imprudent de citer Descartes quand il parle de la maîtrise de la nature, avec les mots tels qu'on les utilise aujourd'hui, notre langage d'aujourd'hui, nos références d'aujourd'hui. Est-ce que ça voulait dire à son époque ? Je ne suis pas sûre que ça voulait dire la même chose. Et puis sinon j'ai une question pour Cécile Duflot. Vous avez parlé de la perte et de l'accompagnement de la perte. Ça me semble un élément fondamental aujourd'hui et dont on n'entend pas parler. Et dans cette perte, il y a quelque chose que vous n'avez pas cité, mais sur laquelle j'aimerais vous entendre. C'est la perte de perspective pour les personnes qui sont de milieux... Avant, on parlait toujours de l'ascenseur social. Et en fait, c'est quoi l'ascenseur social ? Souvent, il se base quand même sur un système consumériste de en fait, j'avais pas grand-chose et je vais pouvoir acquérir plus, je vais pouvoir avoir plus. Et en fait, si tous on se projette dans une république écologique, c'est quoi finalement ce nouvel ascenseur social ? Alors, merci pour cette question, parce que je pense que justement, la question du consumérisme et du fait que son identité est très liée à ce qu'on possède, l'automobile, à ce titre, est quand même, je pense que ceux qui ont réfléchi sur la civilisation de l'automobile l'ont bien dit. Pourquoi on a besoin ici, quand on roule dans Paris, d'un véhicule qui est fait, même si on admet l'idée du transport individuel, pourquoi il faut 1,5 tonne de métal qui est prévu pour rouler à 180 km/h avec 5 personnes et l'intégralité de leur bagage ? Quand on y réfléchit un peu froidement, ça n'a pas d'intérêt. À la limite, il faudrait un petit véhicule individuel, il n'y a pas besoin de ça, mais c'est parce que ça représente autre chose qu'un moyen de transport.
Et je le dis parce que, y compris quand, justement, et c'est intéressant pour moi de parler juste après Carolina, oui, c'était super bien, mais cette constitution, et ça s'est fait bananer à 60%. Donc, la question, justement, c'est comment on fait, si on croit à la démocratie, pour créer de l'adhésion. Et quand on accompagne le sentiment de perte d'un enfant, celui de sa maman ou de son papa, notamment quand il va à la crèche, l'outil que les enfants ont créé eux-mêmes d'ailleurs, et qu'ensuite les psychologues ont théorisé, s'appelle un objet transitionnel. C'est ce qu'on appelle communément un doudou. Et à peu près tous les enfants font ça. Alors c'est soit un chiffon, un foulard, un ours, un lamentin, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas complètement idiot comme méthode. D'abord, si tous les bébés humains font ça, quasiment, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et je pense qu'il faut faire ça avec les adultes. Et je crois d'ailleurs que si on regarde un certain nombre de nos débats actuels sur la transition écologique, il y a des doudous pour adultes. Le nucléaire, c'est un doudou pour adultes chez nous. C'est le truc où on se dit, non mais attendez, nous excitons pas trop, il y a un machin qui va marcher. Et quand ça va marcher, du coup on sera sauvé. Alors je vous invite à lire un livre qui va être publié en novembre prochain sur le mythe de la transition énergétique et sur l'idée qu'on consommait plus de bois à l'apogée de l'ère du charbon en Grande-Bretagne qu'avant l'exploitation du charbon, parce que pour creuser les galeries du charbon, en fait, on étayait les galeries avec du bois et on utilisait plus de bois qu'à l'époque où on brûlait du bois parce qu'on n'avait pas de charbon. Et qu'en fait, il y a une sorte de mythe autour de la transition énergétique, mais que cette phrase même, alors c'est le moment où je vais briser le cœur de beaucoup d'écologistes, le mot transition énergétique, c'est un mot inventé par les nucléaristes américains qui attendaient le surgénérateur, qu'on attend toujours comme le Messie. Je tiens à le dire, hein, si en France on est dans la situation difficile qu'on connaît, c'est à cause des écologistes qui ont empêché l'avènement du nucléaire. Ils sont même tellement puissants, les écologistes français, qui étaient 1, 2 ou max 12 à l'époque, dans les institutions, qu'ils ont même réussi à faire que les Chinois non plus n'ont pas réussi à faire de surgénérateurs, et les Américains. La puissance de Dominique Voynet, puis de l'accord entre Martine Aubry et Cécile Duflot, je ne vous dis même pas comment c'est fort, on a maté les Chinois à distance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne marche pas techniquement. Mais c'était une sorte de mythe qui permettait que, comme il était très éloigné et qu'on allait y arriver un jour, en attendant, on pouvait continuer comme avant. Et je le dis parce que oui, c'est un doudou. Comme les méga-bassines sont des doudous. On sait qu'on ne va plus pouvoir irriguer comme on irriguait parce qu'on est face au changement climatique. Pas grave. On n'a plus, d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est quand même, en termes de conception, un méga truc en plastoc avec de l'eau à ciel ouvert, c'est quand même, ça ne semble pas super rationnel. Mais parce que je pense que c'est un doudou. C'est l'idée de se dire on peut garder encore un peu du truc d'avant. Et donc je pense qu'on doit accepter cette logique-là et l'organiser. De la même manière, je pense qu'une de nos difficultés, et comme on est le nez dessus, on ne s'en rend pas compte vraiment, mais le présidentialisme à la française contre lequel certains nous avaient mis en garde, on voit bien à quel point là on est dans une impasse. C'est-à-dire que le caprice d'un homme tout seul peut mettre l'ensemble d'un pays cul par-dessus tête, parce que c'est quand même ça qui nous arrive. Parce que même ceux qui se réjouissent d'une grande mobilisation sont en train de se gratter la tête en disant non mais l'autre qui est enfermé dans le cockpit là, tout seul, à un moment ça va devenir compliqué. Et étonnamment, les parlementaires, qui sont pourtant chacun individuellement libres, qui ne vivent pas sous pression, se sentent tenus même par ce système-là. Donc je crois qu'il faut enlever une partie des pouvoirs du président de la République, mais je ne crois pas, comme certains, qu'il faille complètement supprimer l'élection au scrutin universel, parce qu'on donnerait le sentiment à une grande partie de la population, si on le proposait dans une nouvelle constitution, qu'on leur enlèverait un pouvoir. Qu'avant, ils pouvaient élire le président, et là, dis donc, ça va être vachement plus démocratique, ce qui est sans doute vrai quand on y réfléchit sur un plan constitutionnel, mais qui peut être perçu justement comme étant une perte de démocratie. Donc il y a une méthode intermédiaire qui est de garder le doudou président qu'on élit, mais de lui enlever un certain nombre de compétences,
notamment celle de présider le Conseil des ministres et tout un tas d'autres choses. Il y a plein d'exemples dans d'autres pays européens où ils élisent leur président au scrutin universel et qui n'a pas la toute-puissance de cet empereur à durée limitée qu'est le président de la République française. Mais pour d'autres choses, je pense que justement, il faut penser cette transition-là. Et là où je pense qu'il ne faut pas se tromper, c'est que, et c'est une vieille fondation d'un gaulliste social très régulationniste, en l'occurrence de l'ouvrier, qui publie depuis très très longtemps des études qu'on regarde de loin loin, mais que moi je trouve passionnantes, sur l'adhésion à l'impôt versus les services publics. En gros, une question simple, est-ce que vous préférez payer moins d'impôts et avoir moins de services publics ou payer plus d'impôts et avoir plus de services publics? Et cette adhésion à l'impôt et aux services publics est en augmentation. Parce que le patrimoine, il peut être individuel, mais il peut aussi être collectif. Et probablement une des raisons de la tension sociale actuelle, c'est à la fois qu'on enlève des choses, et augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est enlever un patrimoine, mais qu'on dégrade les services publics. Et ce sentiment qu'on perd sur tous les fronts, c'est pas seulement une question patrimoniale. Ensuite, la dégradation des paysages, la dégradation de l'alimentation, ça aussi c'est perçu comme une perte. Et du coup, l'idée d'une transformation de ce modèle qui est bénéfique à tous, même si elle est plus bénéfique à certains qu'à d'autres, elle peut être acceptable. Mais je crois qu'il y a la nécessité je fais très attention au vocabulaire que j'utilise parce que ça a souvent été utilisé de manière quasiment commerciale, enfin politiquement commerciale, ce qu'on appelle le récit. Mais c'est de dire, voilà comment on ancre, et c'est ça que je trouve intéressant dans la réflexion autour de la constitution chilienne, c'est qu'elle raconte une histoire. Elle dit pourquoi on fait tout ça. Elle rappelle ce que sont les biens communs. Et tout ça n'existe pas. Alors c'est là vraiment qu'il doit y avoir une réflexion en France, c'est que la Constitution française, elle raconte aussi une histoire. Elle raconte une histoire, elle raconte des valeurs. Et aujourd'hui, probablement qu'il faut faire évoluer ces valeurs-là, d'autant qu'effectivement, il y a le niveau européen, mais un certain nombre de mesures de progrès écologique en France ont été censurées par le Conseil constitutionnel sous deux raisons majeures. La première, l'égalité de tous devant l'impôt, qui empêchait de faire une fiscalité différentielle, et la deuxième, la liberté d'entreprendre. Et donc je pense que la question de faire évoluer la Constitution, en tout cas la manière dont le Conseil constitutionnel utilise un certain nombre de principes constitutionnels, parce qu'en vrai c'est très très souple, hein, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, je le dis puisque Oxfam, qui fait partie de l'affaire du siècle, a montré qu'on pouvait obtenir une condamnation par un tribunal administratif pour préjudice écologique, ce que beaucoup de juristes pensaient impossible, mais je pense que là oui il y a un certain nombre de clés. Mais je crois qu'il faut le dire, et en fait, et c'est pour terminer, ce sentiment de perte, il faut qu'il soit dit. Il faut dire, bah ouais, il ne faut pas dire que ça va être très sympa. Et je pense que là aussi, il peut y avoir une erreur de la part de certains écologistes, de dire la vie où on va partir tous en vacances en gîte rural, puiser l'eau, puis et le reste du temps faire du vélo cargo, ça peut faire super kiffer des gens. Et à raison, ça peut être très sympa. Mais il y a des gens aussi qui, peuvent ne pas trop aimer, peuvent avoir le sentiment d'un retour en arrière. Il ne faut pas juste dire bah, c'est des cons, parce que ça ne peut pas fonctionner. Et donc l'expliquer et dire que parfois ça va demander des efforts, je pense que c'est important. Et pour finir, alors j'ai amendé mon exemple parce que ça parle qu'à moins de 50% de la population. L'être humain, c'est une espèce qui est extrêmement à l'aise avec ce qu'on appelle en mathématiques l'optimisation sous contrainte. Très simple, vous devez venir de Gare de Lyon jusqu'ici. 3 options, à pied. Sympa, vous avez le temps. Vous pouvez le faire... non, je me suis trompée. J'aurais dû dire plutôt Richard Lenoir, parce qu'il faut changer. Soit vous allez à pied de la gare de Lyon jusqu'à Quai de la Râpée, et puis direct de Quai de la Râpée à Richard Lenoir. Soit vous marchez dans les couloirs sous la gare de Lyon pour rejoindre la ligne 1 plus la correspondance. Et bien, s'il flotte vraiment beaucoup, vous allez vous dire, pas grave, je fais la correspondance. Mais s'il ne pleut pas, vous pourrez vous dire, ah bah tiens, je vais marcher un peu dehors avant d'aller prendre, je pense, la ligne orange. Mais bref, c'est la 5. Moi, je pense en couleur. Et c'est ça l'optimisation sous contrainte. Et très concrètement, ce que ça demande, la transition écologique, c'est un peu comme se faire arracher une dent. En vrai, il y a plein de trucs vraiment compliqués.
Mais si vous avez une infection, c'est très utile de se faire arracher une dent. Ça évite que l'infection se propage partout. Donc on comprend qu'il faut se faire arracher la dent. Deux options, soit on arrache la dent comme ça, très désagréable, très très douloureux, soit on fait une petite piqûre d'anesthésiant avant d'arracher la dent. En vrai, la piqûre fait mal. Et c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas mentir, il faut dire « ouais, elle fait un peu mal la piqûre ». Mais une fois que vous aurez eu la piqûre, on arrachera la dent, vous ne sentirez plus du tout et ensuite vous serez guéri. Le problème, c'est quand on dit « non mais c'est super chill, vous allez avoir une petite piqûre d'anesthésie, ouais, c'est trop de bonheur ». Non, il faut dire la vérité. La petite piqûre d'anesthésiant, elle n'est pas très agréable. Mais elle évite tellement d'autres problèmes qu'elle vaut le coup. Et du coup, on accepte et presque on finit par se dire oh, « finalement, c'est pas si douloureux ». En gros, bon, j'avais jamais fait de vélo, mais finalement, c'est pas si pire. Vu que plus personne ne peut rouler en voiture, que le capot arrive au niveau du nez ou au niveau des genoux. Et c'est ça, il faut qu'on arrive à expliquer la piqûre d'anesthésiant en étant aussi honnête que possible, mais en expliquant qu'une fois qu'on a enlevé la dent et qu'on a cicatrisé, là, franchement, on se sent vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ouh là là, merci. On va prendre 2 questions. Oui. Peut-être, je ne sais pas, peut-être une sur l'Europe et une peut-être sur le Chili, non ? Alors, une question, puisque ce débat porte sur la constitution écologique. Gérard Lévy, je suis co-responsable d'une commission nationale qui s'appelle Paix et Désarmement. Je suis conseiller municipal dans les Clés-sous-Bois-Minorités. Une constitution, c'est comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a été nécessaire pour marquer une époque. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Aujourd'hui, être écologiste, c'est dire qu'il y a 4 menaces. Nous sommes face au dérèglement climatique, nous sommes face à une météore hypothétique, nous sommes face à une guerre nucléaire improbable, probable, et nous sommes face à un 4e risque, c'est-à-dire la crise du Covid, c'est-à-dire un savant fou qui fait dans un laboratoire un mélange de la peste et du choléra. Donc ce qu'il faut faire, c'est ma question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un préambule dans la constitution écologique qui prenne en compte ces 4 risques qui sont des risques de collapsologie primaire, c'est-à-dire que à quoi sert une constitution? C'est une feuille de route qui donne la cap. Et il faudrait que le mouvement écologique fasse 1000 débats, 1000 cercles de parole pour que ces 4 risques soient mis sur la table, qui mobilisent. C'est vraiment la question de la prévention. Merci pour la question. Merci. Merci. Donc la question, on va en prendre une dernière peut-être pour Carolina, s'il y en a une. Oui, là-bas. Il y a une derrière. Et on va répondre aux 2 dernières et on aura terminé cette table ronde. Pardon, j'ai une question pour Chloé Riedel en fait, pas pour Carolina. Je pensais que la question de constitution s'adapterait peut-être plus à... Mais c'est ok. Pardon. J'ai une question. Je pars de 2 constats justement. Un réarmement au niveau mondial. Justement, on voit que le Japon a augmenté de 60% son budget militaire, qu'il y a plein d'exercices qui se passent un petit peu mondialement. On a des problèmes aussi avec la Russie et l'Ukraine. On est au courant en Europe. Et d'un 2e constat, du coup, on constate, le rapport du GIEC qui est sorti en début de semaine nous montre justement qu'on a besoin d'une certaine décroissance qu'ils appellent justement sufficiency, peut-être plus dans leur rapport. Ma question, elle est comment on établit un petit peu ce lien entre où on a une économie de guerre qui est carbonée et qui a besoin de croissance justement pour se maintenir, et derrière un besoin de décroissance et d'une décarbonisation à l'échelle européenne. Du coup, comment l'Europe peut jouer sa place tout en mettant en place une certaine décroissance ou sufficiency? Donc Chloé, je te laisse répondre et ensuite il y aura une question, une 2e question sur la Constitution pour Carolina et on terminera sur ça. Très bien organisé tout ça, merci. Je veux juste rebondir rapidement sur la question de Descartes, parce que comment Descartes arrive à dire « maître et possesseur de la nature ». Il y arrive en disant d'abord « je pense donc je suis ». C'est l'autre grande phrase de Descartes. Et ce que dit Descartes à travers cette phrase « je pense donc je suis », c'est que l'être humain est parce qu'il pense et qu'il a la faculté de penser. Et Descartes distingue le corps de l'esprit, ce qu'on appelle le dualisme. Et je vais préciser ma pensée, vous allez voir où je veux en venir.
Donc il distingue le corps et l'esprit, et pour Descartes, la nature n'est qu'un corps, et donc la nature, les animaux, les végétaux ne sont que des corps inanimés, tandis que l'homme, lui, a la faculté de penser, et c'est ce qui lui permet de dominer le reste du vivant, et c'est ce qui ancre la domination humaine sur le reste du vivant. Donc c'est quand même une philosophie assez fondamentale et qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ce qui fonde aujourd'hui ce qu'on appelle le post-humanisme et l'idéologie transhumaniste, où on est capable de considérer que l'esprit et le corps sont deux choses différentes et que l'esprit peut continuer à vivre au-delà du corps. Je ferme cette parenthèse philosophique qui est sans doute effectivement un peu abstraite au goût de certains. Sur la question de l'éventuelle conflictualité entre la nécessité de pouvoir se défendre et d'investir davantage dans la défense européenne et celle d'arriver à une décroissance effectivement de nos besoins en énergie. C'est une question difficile parce qu'effectivement aujourd'hui en Europe on s'agite sur l'argent qu'il va falloir flécher pour le réarmement. Ce réarmement, il est nécessaire parce qu'il est nécessaire à l'autonomie stratégique européenne. Alors c'est peut-être un objectif qui devient de plus en plus fantasmagorique parce qu'on a vu notamment à la lumière de cette guerre en Ukraine qu'on s'éloigne, on a tendance à s'éloigner de cet objectif d'autonomie stratégique européenne en matière militaire parce qu'on est vraiment sous la coupe des États-Unis en matière de défense, qui ont été beaucoup plus présents que nous ne l'avons été, nous par exemple français, au chevet de l'Ukraine. Et il faut bien reconnaître que si les États-Unis n'avaient pas été là, sans doute que l'Ukraine n'existerait plus aujourd'hui en tant qu'État à peu près libre et encore indépendant. Donc ça n'augure pas, si tu veux, du meilleur avenir pour la défense et pour l'autonomie de cette défense. Pour le coup, elle est nécessaire parce que la sécurité des Européens, elle ne peut pas dépendre de ce que votent les électeurs américains. Si demain Trump ou un autre personnage de son acabit arrive au pouvoir aux États-Unis, je ne suis pas sûre qu'il y aura la même solidarité qui prévaudra. Et puis aussi parce qu'en se mettant sous la coupe militaire des États-Unis, on se rend otage des priorités stratégiques américaines en Asie-Pacifique. Et je crois pas là aussi que ce soit notre intérêt. Donc il faut qu'on dépense plus en matière de défense parce que de là découle aussi notre capacité dissuasive et à exercer notre pouvoir de dissuasion sur d'autres thématiques, à se faire respecter et à être la puissance dont le monde aussi a besoin pour faire progresser l'écologie. Bon, c'est ça. Donc comment dire, il faut faire des choix budgétaires et c'est pour ça qu'il a jamais été aussi nécessaire de relâcher la pression budgétaire parce qu'il faut investir dans la défense, mais en même temps il faut investir dans la bifurcation écologique et on sait que pour ça il faut flécher des milliards et des milliards d'argent public et privé pour y parvenir. Mais je pense qu'il ne faut pas en même temps, quand on parle de sécurité européenne, ne se concentrer que sur l'outil militaire. Et je veux ici mentionner un outil dont on ne parle pas assez et dont on ne prend pas assez conscience de la puissance potentielle qu'il aurait, qui est le féminisme. Et ce qu'on appelle la diplomatie féministe, c'est-à-dire une politique qui consiste à garantir partout dans le monde l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions politiques, c'est une politique de sécurité. En réalité, ça n'est pas juste une politique morale ou de justice, c'est aussi une politique de protection et de puissance. Et c'est largement prouvé par l'ONU d'ailleurs, par une organisation qui s'appelle ONU Femmes qui produit des travaux très intéressants en la matière, que quand vous mettez des femmes autour de la table de négociation, la paix est non seulement plus rapide à obtenir, mais aussi plus durable. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire à quel point la guerre qu'on a sous nos yeux en Europe aujourd'hui a des traits virilistes. Poutine parle de l'Ukraine comme d'une femme à violer et à conquérir. Donc on voit bien qu'il y a un continuum entre la violence patriarcale et la violence des relations internationales. Donc le féminisme, à l'échelle mondiale, doit être une politique de sécurité et de puissance première et non pas subsidiaire pour l'Europe. Une toute dernière question sur la Constitution. Très court, Carolina. J'ai trouvé très intéressant et important qu'il y ait des experts au sein du gouvernement, hein, c'est ce que vous avez dit, je pense, des experts choisis par je sais plus, par le Parlement, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous indiquer plus précisément qui sont ces experts et dans quel domaine sont-ils experts? Et moi, je trouve ça important et intéressant qu'ils soient là.
Merci. Je vais répondre d'abord à celle-ci parce que c'est la plus simple à laquelle je peux répondre. Là, je suis en train de parler donc du processus actuel. Actuellement, le processus a été relancé et donc on a ce comité d'experts. Ce sont 12 hommes, 12 femmes qui ont été choisis par les deux chambres du Parlement. Donc chacun, 12 par le Sénat, 12 par la Chambre des députés. Vous allez être très déçus. Ils ont choisi des experts, mais c'est 22 juristes. Un économiste et un journaliste, voilà. Voilà pourquoi je suis pas très enthousiaste. Je suis juriste, hein, donc je ne veux pas être désobligeante contre ma propre corporation, mais c'est que je pense que sur un projet sur le moment où il faut faire un avant-projet, le confier majoritairement à des juristes, c'est quand même un retour en arrière par rapport à l'avancée qu'était l'Assemblée constituante. Mais ça a été clairement le pendule qui va complètement de l'autre côté. On a eu un pendule qui a été avec une Assemblée constituante composée d'indépendants. Eh bien, on fait tout l'inverse. On retourne la chose vers l'autre côté, où on met des experts parce que sauront mieux que ces indépendants qui étaient amateurs, qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Enfin, là, je fais la caricature, mais c'est comme ça que sont un peu présentées les choses au Chili. Et donc pour parler du préambule des constitutions, alors ça me permettra de dire quelque chose, parce que j'ai peut-être présenté sous un trop beau jour ce projet de constitution, alors que je lui fais plein de critiques en réalité. mais pour vous dire que dans un préambule, on peut y mettre ce que l'on veut, puisque comme vous l'avez dit, le préambule, c'est l'état des lieux, c'est l'idée philosophique qui prévaut au moment où on élabore une constitution. Là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est l'idée de se dire qu'une constitution, c'est forcément un cap que l'on fixe. C'est ce qu'a voulu faire le Chili. Le Chili a fait un projet de constitution où il fixe un cap, il dit voilà ce que l'on veut atteindre, voilà ce que l'on aimerait faire. Ça, c'est une position qui n'est pas partagée par beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de constitution qui fixe des caps. Les constitutions telles que le Chili sont très présentes en Amérique latine. On les appelle ça le constitutionnalisme transformateur. C'est-à-dire on dit où on veut aller. Mais le problème, et ça a été le cas dans le projet de constitution chilienne, c'est qu'on dit où on veut aller, mais on n'indique pas le chemin. On ne dit pas le chemin. Et sauf que le Chili, il part pas d'une situation basique, il part de 50 ans de néolibéralisme. Donc le chemin pour aller de là où il est maintenant, où il y a tous les services publics qui sont privatisés, où on a un droit privé à l'eau, et qu'on nous dit ça sera là-bas, on nous dépeint un chemin qui est magnifique, mais on ne nous indique pas le chemin pour y aller. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagée, c'est que si on veut partir du principe qu'une constitution est un cap, soit, très bien, mais pensez bien au chemin à amener et pas simplement à justifier les raisons pour lesquelles il faut aller là-bas. Et un préambule va dire pourquoi il faut aller vers ce cap, mais il est important que le reste de la constitution explique comment on va aller jusqu'à ce cap. Merci Carolina, c'est une belle conclusion pour cette table ronde. Le chemin ou le doudou pour pouvoir arriver vers une république écologique. Merci à toutes les trois et je laisse la parole à Claire.